Bienvenue à tous, bienvenue dans Terre de l'Aube, le magazine sur le monde agricole réalisé en collaboration avec la Chambre d'agriculture. Tous les jours, nous entendons parler de développement durable sans trop savoir vraiment ce que signifie cette expression. Ce soir, dans cette émission, nous allons parler plus précisément d'agriculture durable. Une démarche de production agricole qui tient compte de l'environnement et qui est portée notamment par une entreprise auboise, Nourricia, que nous avons invité sur ce plateau. Alors pourquoi parler aujourd'hui d'agriculture durable? Parce que c'est évidemment dans l'air du temps, mais aussi, vous le voyez sur ces images, parce qu'un événement a eu lieu ce mois-ci dans l'Aube. Il s'agit de la manifestation Champ d'experts à Torvilliers le 9 juin dernier. Pendant une journée, de nombreux acteurs de l'agroalimentaire se sont réunis pour évoquer au cours d'ateliers et de conférences cette agriculture durable. L'occasion d'aller y faire les reportages évidemment de Terre de l'Aube. Alors, sur ce plateau, nous avons invité 3 responsables de Nourricia qui sont porteurs de ce projet d'agriculture durable dans l'Aube. Tout d'abord, Christian Rousseau, vous êtes le président de ce groupe coopératif. Bonsoir. Bonsoir. Alors souvent, on fait un peu la confusion entre les termes bio, développement durable, agriculture durable. Pour vous, c'est quoi l'agriculture durable ? L'agriculture durable, c'est une agriculture qui rentre dans un comportement durable, c'est-à-dire fondé sur les 3 piliers économique, social et environnemental. C'est quelque chose qui s'inspire de cela. Et l'agriculture n'est pas durable en soi, c'est l'ensemble du développement qui doit être durable. L'agriculture n'est qu'un des éléments de notre progression, en quelque sorte. L'agriculture durable, c'est une agriculture qui donc répond à des problématiques d'amélioration permanente de la situation et qu'on mesure à travers des indicateurs. C'est uniquement lié à l'environnement ou pas, le durable ? Donc, comme je l'ai dit, l'agriculture durable repose sur 3 piliers. Économique, il faut gagner sa vie avec l'agriculture. Environnement, bien sûr, il faut améliorer les critères environnementaux et les impacts environnementaux de cette agriculture par rapport à la qualité de l'eau, la qualité des sols, l'érosion, etc. Et le 3e pilier, c'est social, qu'on oublie assez souvent d'ailleurs, parce que nourrir la planète aussi. Il faut nourrir la planète, mais aussi il faut que les gens qui travaillent pour l'agriculture soient bien dans ces métiers. Et agriculture durable, c'est un peu votre spécialité, en tout cas maintenant vous l'affichez comme tel. Mais finalement, Nourricia, on connaît le nom, on le voit souvent dans le département, affiché, silo Nourricia, etc. Mais quels sont vos métiers à Nourricia, Christian Rousseau ? Nos métiers, c'est d'abord la collecte de produits agricoles, produits par nos agriculteurs. C'est également la vente d'intrants pour l'agriculture. C'est beaucoup de logistique, puisque nous sommes des stockeurs-transporteurs. C'est la fabrication d'engrais, puisqu'on fabrique également des engrais. Le conseil agricole, je crois aussi. Et le conseil agricole, qui est un métier qui entoure tout ce qui est l'agronomie, naturellement. Nous accompagnons nos agriculteurs sur les... Régis Méran, vous êtes le secrétaire général du groupe Nourricia. Depuis quand cette ligne directrice de l'agriculture durable a été intégrée au sein de votre projet d'entreprise ? J'allais dire qu'elle a émergé aux alentours de 2007-2008, puisque à cette période-là, on a conduit en fait deux chantiers en parallèle qui donnent de la cohérence à cette démarche. On a conduit à la fois une notation développement durable de la coopérative, de l'entité coopérative en tant qu'entreprise économique, et à la fois on a retravaillé sur la vision stratégique de la coopérative qu'on a appelée de Nourricia 2013. Et en fait, dans cette vision stratégique, le travail qui a été conduit avec les administrateurs et les adhérents de la coopérative, c'était de faire que les adhérents de Nourricia répondent de façon profitable aux attentes des clients et de la société. Et cette dimension sociétale, dont l'objectif est d'intégrer les problématiques de la société dans la stratégie du monde agricole, c'était quelque chose de très innovant en 2008. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins parce que, globalement, on a une perception un peu plus évoluée de cette approche sociétale. Mais à cette époque, ça, c'était très, très novateur. Christian, pour que ce projet global d'agriculture durable puisse se développer, il faut finalement que tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire puissent se sentir concernés. Oui, et pour provoquer cette prise de conscience, en quelque sorte, rien ne vaut une grande réunion. Alors, tous les 2 ans, vous l'avez dit en début d'émission, le groupe Nourricia réunit ses opérateurs et ses interlocuteurs lors du rendez-vous Champ d'experts. Cette manifestation s'est déroulée cette année le 9 juin à Torvilliers. L'occasion de présenter à plus de 200 agriculteurs l'intérêt de la démarche durable. Et vous allez voir, cette démarche intéresse tous les acteurs de la branche agroalimentaire. C'est toute la chaîne qui s'intéresse. Jonathan Boisset a pu assister également à cet événement au bois.
produire durable. C'est le maître mot de ce champ d'experts. Au milieu des parcelles de démonstration, les agriculteurs pouvaient se rendre compte des différentes manières de gérer leur culture. Une table ronde était également organisée afin que les agriculteurs prennent conscience de cet enjeu de société. La société demande à ce que l'agriculture ait moins d'impact, et notamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport à la biodiversité, par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à la qualité des paysages, des sols. Il faut probablement, pour progresser, changer de modèle agricole. Parce qu'on est un peu au bout d'un modèle, comme je disais tout à l'heure, qui n'évolue plus et qui va un peu dans le mur. Et on se dit qu'au fond, on a peut-être passé à côté de quelque chose qui est les bénéfices environnementaux, économiques et sociétaux de cette considération, de cette prise en compte globale des équilibres écosystémiques. Devant les agriculteurs, tous les acteurs de la filière agroalimentaire sont intervenus pour promouvoir l'agriculture durable. Le but de la journée est d'inciter les agriculteurs à changer leur mode de production grâce à des propositions concrètes, un pas en avant pour les organisations internationales du commerce équitable. L'agriculture a un rôle essentiel à jouer dans cette question du développement durable, et une agriculture plus durable est effectivement quelque chose, une notion que le public recherche et est en attente de quelque chose qui vient du monde agricole. Ce genre d'initiatives sont extrêmement intéressantes et a priori attendues par les consommateurs, surtout si elles englobent bien l'ensemble des piliers, donc économique, environnemental et social. Et c'est ce message-là qui me semble intéressant, que le monde agricole envoie vers la société civile, vers le reste de la société civile. Donc on sent bien que les choses sont en train de bouger, et je dirais que c'est le moment que les choses bougent, parce que vraiment aujourd'hui les consommateurs, comme je disais tout à l'heure, sont vraiment en attente de réponses et de solutions concrètes aux problèmes du développement durable. Cette volonté du consommateur se retrouve aussi chez les distributeurs. Pour les grandes surfaces, il est impossible de continuer avec le système actuel. Il y a une lucidité nouvelle. Maintenant, on sait qu'il y a un impact entre ce que l'on mange et la façon dont on se porte. Donc ça, maintenant, les gens le savent et ils en tiennent compte. Et on ne peut plus faire n'importe quoi dans ce domaine. Et c'est, je trouve, tant mieux. Tous les produits qui sont ou par transfert quand ils sont dans les packaging, ou parce que c'est des intrants directs, on va s'engager avec nos produits à les enlever. Pas tout de suite, malheureusement, on ne peut pas tous les enlever tout de suite. Et bien entendu, on essaiera, nous, de travailler avec une production qui aura les mêmes soucis, avec une transformation aussi. Et puis, nous, c'est quand même plus agréable de penser qu'on vend des produits, entre guillemets, qui sont sains. Les consommateurs sont donc aussi des demandeurs de produits issus d'une agriculture plus durable. Mais la question qui se pose désormais, c'est à quel prix ? José Collet, vous êtes responsable agronome à Nourricia. Alors on le voit dans le reportage, une sorte de prise de conscience de la part de tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Mais est-ce que produire agriculture durable, ça veut dire produire plus cher et avec plus de difficultés? L'objectif, il n'est pas de produire plus cher. Est-ce que ça coûte plus cher finalement? L'objectif, il est de produire mieux et de produire au moins autant. L'objectif, il est de modifier nos pratiques actuelles en prenant en compte nos connaissances agronomiques que l'on peut avoir à l'heure actuelle, donc avec des modifications de succession culturelle, avec l'introduction de légumineuses sous couvert de colza, par exemple. Mais notre objectif, il est de produire mieux, mais pas plus cher. Mais est-ce que, en l'état maintenant, ça entraîne des coûts supplémentaires que vous espérez ensuite effacer? Les coûts supplémentaires que ça peut engendrer, c'est lié aussi aux exploitations, aux modifications qu'ils vont avoir à apporter sur leurs exploitations. Il y a quelques exploitations où ça pourra engendrer quelques coûts supplémentaires, mais c'est plus lié à la recherche au niveau de chaque exploitation des points qu'ils ont améliorés, qui permettra d'aller dans le bon sens. Mais Régis Méran, est-ce que les consommateurs sont prêts, c'était un peu ce qui était dit à un moment, à finalement acheter plus cher pour avoir un produit pour comme acheter cela? agriculture durable? Voilà. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, et Serge Papin l'a bien dit et dans toute son intervention à Champ d'Experts, c'est que lui, il sent en fait des signaux faibles en fait des consommateurs comme voulant changer leur modèle de consommation. Et vous avez des consommateurs qui sont attirés par le biologique, par la consommation de produits bio, qui effectivement est élevé en termes de prix.
Et puis on a l'agriculture conventionnelle. Nous, ce qu'on souhaite, et à travers le travail que l'on est en train de faire sur un cahier des charges et une production originale, c'est de créer une troisième voie. Et cette troisième voie, on pense qu'elle est intéressante parce qu'on a une attente des consommateurs, on a une attente des industriels pour aller vers ce type de nouvelles consommations. Mais Christian Rousseau, en termes de valeur, est-ce que produire durable, cela peut rapporter beaucoup plus à vous et aux agriculteurs ? C'est ce qu'on cherche à faire. C'est un enjeu financier aussi. C'est un enjeu financier extrêmement important parce que, vous savez, les agriculteurs, ils sont comme tout le monde. Ils regardent leur compte d'exploitation. Et ils entendent bien tous les messages de la société par rapport à l'environnement, évidemment, les accusations qui leur sont faites et ils le vivent assez mal. Et ils ont vraiment envie de changer de modèle pour améliorer effectivement la situation, ou du moins la production de l'agriculture par rapport à la société, qui est une production au-delà de l'alimentaire, d'aménité, c'est-à-dire de biens positifs pour la société, par exemple la captation du carbone atmosphérique, par exemple l'amélioration de la biodiversité. Il y a un tas d'exemples autour de nous dont les agriculteurs peuvent être responsables. Et ça, c'est un véritable enjeu. Donc ce que les agriculteurs souhaitent, c'est qu'à travers cette démarche que Nourricia met en œuvre de développement durable, leur compte d'exploitation s'améliore. Et pour ce faire, nous faisons en sorte, comme disait José, que le coût de production ne soit pas plus élevé, en changeant complètement nos itinéraires techniques, mais de faire en sorte que ce que l'on vend, puisqu'on cherche un niveau de production au moins équivalent au conventionnel, ce que l'on vend soit vendu plus cher. Et c'est relativement simple dans la mesure où, dans une baguette de pain ou dans une canette de bière, le prix du blé ou le prix de l'orge dans la canette est pratiquement, c'est la virgule. Donc si on augmente le prix de cette matière première pour assurer aux consommateurs un produit responsable, parce que c'est bien dont un produit responsable dont il s'agit, eh bien, je pense que le consommateur est prêt à accepter. Et plus de valeur sur un produit durable, ça vous permet à vous, ou bien celui qui est en fin de chaîne, de contourner les difficultés que l'on entend avec finalement les conflits avec les grandes surfaces sur les prix. Est-ce que plus de valeur, ça permet d'éviter ces conflits Oui, effectivement, tout le monde doit s'y retrouver. Parce que c'est une chaîne de valeur qu'on partage dans la filière. Si vous voulez, quand on augmente la qualité du produit intrinsèquement par le fait qu'il est durable, donc c'est un produit responsable, comme l'a dit le représentant de Max Havelaar, eh bien, la valeur, elle se partage entre l'agriculteur, le transformateur et finalement la grande distribution. Et tout le monde a à gagner. Christian, question à 1000 €, comment devient-on agriculteur durable ? Allez, moi je peux jouer. Alors c'est l'une des questions abordées lors de la manifestation à Torvilliers, champ d'experts. C'était le 9 juin dernier, je le rappelle, car pour un agriculteur, la question essentielle c'est de connaître finalement la différence entre un champ conventionnel et un champ durable. C'est votre question bien sûr. Les agriculteurs intéressés ont pu obtenir toutes les réponses à l'occasion du rendez-vous, donc champ d'experts. Et à cette occasion, des micro-parcelles de démonstration ont permis de le voir comment on fait pour faire de l'agriculture durable. Reportage avec Jonathan Boisset. Les radis ils sont bien là, et puis la veste de printemps qui elle aussi est plutôt en dessous. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois dans les mélanges, il y a toujours une plante qui va mieux que l'autre. Ce mélange de végétaux est une interculture. Elle est destinée à être placée entre deux cultures principales. Son but est de maintenir l'état du sol optimal. Ces cultures captent l'azote, les gardent dans la plante et la restituent pour la culture suivante. Au niveau du sol, c'est une lutte contre l'érosion. Et cette transformation des éléments minéraux du sol sont transformés en végétal et dans la matière végétale et retransformés pour la culture suivante. Un autre point que je vois aussi intéressant dans l'interculture, c'est le côté puits de carbone, puisque ces plantes pour pousser captent beaucoup de carbone de l'air. Et donc ce carbone est fixé dans la plante et est resté au niveau du sol. L'interculture est l'une des actions proposées par Nourricia pour développer l'agriculture durable. Les conseillers accompagnent les agriculteurs dans le passage à ce mode de production. Et pour cela, la coopérative a établi un cahier des charges avec des objectifs à atteindre pour 2015. On retrouve par exemple donc, un objectif de moins 30% d'IFT à horizon 2015 avec donc, des objectifs progressifs entre aujourd'hui et 2015. On retrouve également au niveau de la biodiversité donc, des aspects de nombre d'espèces cultivées le plus possible, qui leur donnent droit à un nombre de points. On retrouve également au niveau des sols, donc la fertilité des sols, donc une obligation de faire des analyses de sol tous les 5 ans.
On retrouve toujours au niveau de l'eau donc une obligation de couvert agronomique sur 100% des intercultures longues. Les micro-parcelles permettent aux agriculteurs de se rendre compte de la manière dont réagissent les cultures mises en place avec moins de produits phytosanitaires. Là, on l'a illustré donc avec des semis, des mélanges de différentes légumineuses. Donc là, on a un travail d'expérimentation, de recherche de référence encore aujourd'hui à trouver la bonne légumineuse et la bonne densité à semer avec le colza pour que cela fonctionne. Et on a l'objectif aussi avec les légumineuses, que ce soit des légumineuses gélives qui disparaissent pendant l'hiver, qui ne posent pas de problème de concurrence sur le colza, donc, qui est la culture dédiée. Afin d'inciter les producteurs à développer des cultures durables, une prime de 100 € par hectare a été mise en place. Ces méthodes sont encore expérimentales et changent la manière de travailler, ce qui pose des interrogations de la part des agriculteurs. Souvent la question c'est l'investissement que cela représente par rapport à l'intérêt économique. Alors l'intérêt agronomique, tout le monde est d'accord, tout le monde le ressent bien. Mais bon, un couvert coûte pour le moins cher 16 € et 80 € pour le plus intéressant, le plus équilibré. Donc un agriculteur qui doit investir entre 50 et 80 € pour un bon couvert, il est un petit peu hésitant parce que son retour sur investissement n'est pas sûr. L'enjeu est donc de continuer les expérimentations afin de les convaincre de passer au durable. La mise en place d'objectifs pour 2015 devrait les y inciter. Régis Méran, dans le reportage, on dit que les agriculteurs sont parfois un peu hésitants. Est-ce que vous, à travers les témoignages, les actions, les échanges que vous avez, est-ce que les agriculteurs sont très ouverts à ce concept d'agriculture durable ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu réticents à changer leur méthode de travail? Soyons honnêtes. Honnêtement, comme ça fait quelques années qu'on leur en parle, et comme cette année, pour la première fois, on a présenté quelque chose de concret, on a une réceptivité très forte. On a commencé à lancer un processus de formation qui a débuté au mois de février pour accompagner ces agriculteurs et identifier ces agriculteurs qui veulent aller dans cette démarche et pour les amener vers le cahier des charges que l'on veut mettre en place. Et dans la perception, les retours qu'on a eus il y avait à peu près 7 ou 8 formations, on a eu beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention et des retours très positifs de ces agriculteurs. Effectivement, il y a un investissement, il y a un changement de pratique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent changer complètement leur système d'exploitation et de gestion de culture. Un système, José Collet, plutôt original, si j'ai bien compris. Ces parcelles d'agriculture durable, c'est je plante des pois, et puis quand les pois sont finis, le blé poussera mieux. C'est quand même une idée très originale, mais d'où viennent toutes ces idées? Comment vous faites pour proposer autant de parcelles d'essai? D'où ça vient? Ces différentes idées, elles nous viennent de nos échanges que l'on peut avoir avec les centres de recherche type INRA ou avec les instituts, également avec nos collègues de la Chambre d'agriculture, et puis nos propres connaissances agronomiques qu'on a pu acquérir depuis de longues années, nos observations au champ. Donc aujourd'hui, on sait que donc, les légumineuses fixent l'azote de l'air, et donc cet azote qui est restitué ensuite après aux plantes qui suivent la culture de la légumineuse. Donc des choses très intéressantes. L'azote qui permet de nourrir la plante. L'azote qui permet de nourrir la plante, tout à fait. Question d'actualité, on vit une année de sécheresse assez intense. Est-ce que ces parcelles d'agriculture durable sont capables de mieux résister que les parcelles ordinaires? Aujourd'hui, donc on n'a pas les résultats donc rendement parce qu'on arrive proche de la récolte, mais visuellement, on peut observer des comportements plus favorables pour les cultures qui suivent derrière ces couverts agronomiques. Oui, tout à fait. Christian Rousseau, voilà, Nourricia est une coopérative de taille moyenne à l'échelle du monde, hein, bien sûr. Se spécialiser dans l'agriculture durable, est-ce un moyen stratégique pour vous de durer, de vous différencier par rapport à la concurrence? C'est complètement stratégique, oui. Et on a démarré cette réflexion il y a 5 ans, à travers une notation de la coopérative d'abord. Et aujourd'hui, si on veut offrir à nos consommateurs et via nos transformateurs des produits qui soient évidemment des produits compétitifs, il faut apporter un plus si on veut se distinguer par rapport au reste du monde. L'Union européenne et la France en particulier ont refusé les OGM. L'Union européenne a des cahiers des charges particuliers par rapport à l'alimentation. Il faut donc que notre agriculture réponde par un plus, évidemment, aux besoins du consommateur européen, qui est plutôt un consommateur de bon niveau, enfin de niveau de vie élevé par rapport aux autres consommateurs des autres continents. Et je crois qu'à travers cette démarche d'agriculture durable, on va être capable d'apporter cette pensée responsable que le consommateur veut acheter aujourd'hui à travers son produit, en disant, en consommant ce produit, je fais un acte pour la planète.
C'est ça l'idée. Christian, Nourricia n'est pas le seul acteur du monde agricole à s'intéresser à l'agriculture durable. Et oui, il faut bien comprendre que tout le monde agricole bouge, effectivement. Et la Chambre d'agriculture de l'Aube s'intéresse, elle aussi, aux méthodes de l'agriculture durable. Elle délivre d'ailleurs des conseils dans ce sens. C'est aussi un autre opérateur, réseau de fermes d'essai, exploitation qui se lance dans cette voie. Je vous propose de voir un premier retour d'expérience avec un agriculteur de Faux-Villecerf. Là aussi, c'est un reportage de Jonathan Boisset. Depuis 4 ans, Fabien Mercier participe à un groupe de travail sur l'agriculture durable. Dans son champ, 2 parcelles de colza, l'une cultivée de manière conventionnelle, l'autre avec une réduction de 50% de produits phytosanitaires. Ça n'a pas été désherbé, donc la matricaire elle passe par-dessus le colza. Bon, on verra le résultat dans la machine. Alors qu'à côté, c'est propre. À côté, il y a eu du chimique, c'est propre. Une vingtaine d'agriculteurs participent à cette expérimentation dans le département. Elle se base sur la rotation des cultures, un désherbage mécanique et un retard de semis. Le plus facile, je pense, c'est les céréales à paille, donc orge d'hiver, orge de printemps, blé. Là-dessus, on a déjà des bonnes références. On s'inspire des bio déjà. Le désherbage, il est beaucoup plus simple. On retarde les dates de semis, donc on arrive à limiter les mauvaises herbes, à limiter le nombre de mauvaises herbes. Donc là-dessus, je pense qu'on va y arriver. Cette expérimentation a été lancée par la Chambre d'agriculture. Pour cette instance, il est important de travailler en concertation avec tous les partenaires. Ce qu'il est important, c'est que l'ensemble des agriculteurs soient touchés et que l'ensemble des conseillers partagent ces valeurs de prise en compte du respect de l'environnement, de réduction des intrants, réduction de la pression. Excessivement important de partager ces valeurs, de partager ces conseils pour que ce ne soit pas un peu la foire d'empoigne, on dira, au niveau de l'ensemble des exploitations agricoles. Pour cela, plusieurs conseillers sont à la disposition des agriculteurs. L'un des axes de travail concerne la protection des captages. On leur transmet le message que sur ces zones-là de bassin d'alimentation de captage, ce sont des zones prioritaires pour préserver la ressource en eau, qu'il va falloir faire quelque chose pour éviter cela à long terme et donc changer ces pratiques. Et aussi, ce qu'on leur dit, c'est que le fait de rentrer dans ce type de mesures ou le fait de vouloir modifier son système de culture, ça va leur permettre de pouvoir préparer, on va dire, l'avenir. Alors souvent, les inquiétudes, c'est ils se demandent si ce sont des systèmes qui sont viables à long terme, s'ils vont s'y retrouver aussi économiquement. Donc là, on essaye de les rassurer avec le plus de diagnostics possibles et d'analyses possibles de leur système. Les agriculteurs prennent donc conscience des enjeux de l'agriculture durable. Les mentalités sont en train de changer, mais le risque sur le rendement est toujours présent. Le fait de diminuer les intrants nous fait prendre plus de risques. Par exemple, je n'ai pas désherbé cette année et on voit qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes cette année de ce fait-là. Ce qui fait que je vais certainement perdre en rendement à cause de ça. Aujourd'hui, j'ai mis en conversion 25 hectares de culture en biologique parce que, au moins en biologique, j'ai la valorisation du produit au bout. Alors que pour l'instant, une réduction de 30 ou 40% ou 50% des phytos, je n'ai pas de valorisation du produit au bout. Cette expérimentation doit encore durer 2 ans. Avec un travail concerté entre tous les acteurs agricoles du département, l'agriculture durable pourrait devenir l'agriculture conventionnelle de demain. Alors voilà, Christian Rousseau, j'aime bien cet exemple. Le grand public connaît l'agriculture bio, il a dit l'agriculteur c'est valorisé. Il y a après pour tout le monde, le grand public, tout le reste. Et là on le voit, un agriculteur qui se lance dans le durable, c'est-à-dire c'est presque bio, et là personne ne connaît. Est-ce que justement, ces efforts sont selon vous suffisamment reconnus? Est-ce qu'il ne faut pas un label, d'une certaine manière? Non, je ne pense pas. Il y a suffisamment de labels comme ça dans lesquels les consommateurs ne s'y retrouvent pas du tout, d'ailleurs, et les agriculteurs non plus, parce que ça ne leur apporte rien. Et pourquoi? Parce que ce produit n'est pas vendu plus cher, au contraire du bio. Alors je crois qu'il ne faut pas opposer les agricultures. Le bio correspond à un marché. Il y a un marché aujourd'hui de gens qui achètent des produits bio. Il y a 2,5% de la SAU française, surface agricole française, qui est produite en bio. Il en faudrait peut-être un peu plus, mais les agriculteurs ne sont pas enclins forcément à aller vers une agriculture qu'ils maîtrisent mal. Et nous, ce que nous proposons, comme l'a dit Régis, c'est une troisième voie qui s'intéresse aux 97% d'agriculture classique, mais qui est en train de l'améliorer fortement pour faire en sorte que les charges d'exploitation n'augmentent pas, que le rendement ne baisse pas, parce qu'on a une responsabilité par rapport à la nutrition mondiale. En ce moment, il y a le G20 qui se réunit. Et notamment, c'est comment on va faire pour alimenter les 9 milliards futurs d'habitants qui vont peupler cette planète. Donc il faut augmenter la production, dans la mesure où les surfaces mondiales ne s'accroissent pas, bien au contraire. Et nous, ce que nous produisons à travers cette agriculture durable,
C'est une agriculture qui répond aux fondamentaux du développement durable, donc avec en même temps des services rendus à la société, qui sont des services qui concernent le carbone, la décarbonatation de l'atmosphère, qui sont également de l'augmentation de la biodiversité et de la beauté des paysages, qui sont également des limitations d'érosion, et la qualité de l'eau qui doit s'améliorer parce que l'eau contient notre robinet. Une stratégie globale en quelque sorte. Complètement. Merci en tout cas de nous avoir expliqué cette agriculture durable. Je crois qu'on a bien compris l'ensemble de ces enjeux. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une spéciale route du Champagne. En fait, ça va être très sympathique. Au mois prochain donc. Au revoir.